Essentiellement en titre de ce journal, la tombée des rideaux sur la 14e édition de la fête des cultures. Toutes les cultures du Gabon étaient au rendez-vous. Vous en saurez un peu plus avec nos envoyés spéciaux Arnaud Babokun et Bertrand Koumileka dans quelques instants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être des nôtres pour cette principale édition d'information de la soirée. Démarrons avec cette triste nouvelle, une famille se retrouve désormais à la rue à la suite d'un incendie. En effet, le week-end dernier, au quartier Cocotier, dans le 2e arrondissement de Libreville, s'est déclaré un incendie, lequel ayant fait un mort, dont un enfant de 4 ans et de nombreux dégâts matériels. Les détails avec Euphrem Biogo Edzo. Des flammes et une victime, dont un enfant âgé de 4 ans. La scène se déroule au quartier Cocotier, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Un incident fâcheux qui n'est que la résultante du comportement affiché par l'une des épouses du maître des lieux, qui a curieusement abandonné une marmite au feu, bouclant fenêtres et portes avant de se fondre dans la nature. Les dégâts ne se font pas attendre. L'une des coépouses est prise au piège par les flammes, y compris d'autres membres de la famille. Mais au moment des faits, le patron des lieux, dont vous apercevez ici vêtu tout de bleu sur votre petit écran, était absent des lieux au moment des faits. Bilan, un mort et de nombreux dégâts. Les premiers secouristes découvrent un spectacle hors du commun et ne peuvent retenir leurs larmes. Le corps d'un enfant gît au sol calciné, tel une braise. La responsabilité parentale est indexée dans cette tragédie qui plonge une fois de plus les habitants de cette zone dans le deuil. Les badauds venus en masse ont certes permis de limiter les dégâts, mais pas de sauver la vie des disparus. Entre-temps, dans la province de Logoué-Maritime, 4 personnes ont été interpellées par les agents de l'Office central de lutte antidrogue à Port-Gentil pour détention d'héroïne. Les détails avec nos confrères de Mediaplus. Je n'ai jamais renié des effets que moi j'ai faits. Je n'ai rien à vous dire. 4 présumés consommateurs et dealers d'héroïne, dont une fille et un sujet de nationalité camerounaise, ont été interpellés par les agents de l'Office central de lutte antidrogue au CLAD, force de police nationale antenne de Port-Gentil, en flagrante détention de 4 conditionnements d'héroïne, de plusieurs seringues associées à une pipe artisanale servant à la consommation de la dite drogue. On a attrapé d'hommes ici, chez lui à la maison. Moi je dormais, consommation de cannabis, à cause du décès de ma tante. Je consomme le cannabis, je suis consommateur, ça je refuse pas. Pour consommation et vente de stupéfiants. Nzemba Guy, alias Rasta, ne reconnaît pas avoir dealé de l'héroïne à sa complice Kumba Divungi Léa. C'est interdit par la loi, je sais. Mais par rapport au travail que je fais, moi je suis laveur de voiture. Et le fait que je sois constamment dans l'eau, c'est pour ça que je fume des fois pour le froid. Elle me reproche de lui vendre du cannabis. Moi, ça fait pratiquement 6 à 7 ou 8 mois que moi je ne vois plus Léa. Léa, moi je connais quand je suis arrivé à Sidi parce qu'elle sortait avec un ami qu'on appelle Marc. On n'a rien trouvé chez moi, je ne reconnais pas les faits. Puisqu'on a fouillé toute ma maison, jusqu'à là où je travaille, on a tout fouillé, on n'a rien trouvé, même pas une graine de cannabis qui m'appartient, même pas le papier. Selon certaines sources, ces derniers se ravitaillaient auprès d'un sujet nigérian, le dénommé Obina, qui serait en cavale dans la nature.
Je vous l'annonçais en titre de cette édition d'information fin hier à Libreville de la fête de la 14e édition de la fête des cultures, la danse, l'art culinaire, bref, l'expression de la culture a été au rendez-vous des festivités qui se sont déroulées en présence du ministre de la Culture. Retrouvons Arnaud Babokung et Bertrand Koumileka dans ce reportage. Durant 72 heures, l'avenue Jean-Paul II de Libreville a vibré au rythme de la 14e édition de la Fête des cultures de Libreville sous le thème lié à la culture et à la construction de la nation gabonaise. Des festivités auxquelles a pris part le ministre de la Culture, Alain-Claude Billy-Binzé. La responsabilité, madame le délégué et moi-même, de travailler à faire en sorte que les Gabonais renouent avec leurs identités, avec leur culture, mais surtout de faire en sorte que la nation gabonaise se reconnaisse et qu'elle soit bâtie à partir de ce que nous sommes. D'où il est important de mettre les cultures en visibilité, et la fête des cultures est une occasion extraordinaire de voir d'où nous venons, comment on améliore chaque année et d'initier surtout les enfants à la reconnaissance et à la connaissance de nos us et coutumes. Quelques innovations ont marqué cette 14e édition, telles que le village culturel pour enfants et l'implication des communautés amies vivant en terre gabonaise. Et les lampions de cette édition se sont éteints hier au centre culturel en attendant la 15e édition. Nous poursuivons avec les auxiliaires de commandement de la commune d'Omboué qui ont été reçus par le gouverneur de la province de l'Ogooué-Maritime. La question d'insécurité et celle des attributs du pouvoir ont constitué la trame de cet échange. Reportage. Au nombre des audiences que le gouverneur de province a accordées à ses administrés lors de son passage dans la commune d'Omboué, il y a celles relatives aux auxiliaires de commandement qui ont émis plusieurs préoccupations, notamment celle de l'absence des attributs du pouvoir et la question d'insécurité qui nécessite la mise en place des brigades de surveillance dans bon nombre de villages, pour ne citer que ceux-là. Quand je grandissais, je voyais les chefs de village et les chefs de regroupement. Et les gendarmes venaient de temps en temps vers les populations. Ils prenaient des amendes et là, les populations étaient trop sensibilisées. Mais quand on nous laisse faire le travail seul, monsieur le gouverneur, je trouve que c'est pourquoi les populations ne nous respectent plus. Ce qu'elle dit, c'est vrai. Nous ne sommes pas sécurité. J'étais même voir le gouverneur sortant, partant, monsieur, il m'a dit qu'il devrait, il m'a dit de recenser les maisons qui sont au projet Frère Navas pour affecter les gendarmes là-bas pour essayer de sécurité un peu. Un fait qui serait la conséquence de la réception dans ces localités de personnes inconnues qui s'avèrent être des fugitifs dans certains cas. Quand un étranger arrive sur votre espace de vie, vous savez qu'aux gendarmes, on a ce qu'on appelle le cahier de surveillance. Donc vous les chefs, vous êtes répertoriés, les gendarmes vous connaissent. Et quand un étranger arrive chez vous, vous devez être en mesure de dire que ah, chez moi, j'ai reçu aujourd'hui un monsieur, il est venu pour 1 jour, 2 jours. Personne ne le fait. Depuis, moi ça fait bientôt 30 ans que je suis dans la gendarmerie, mais de moins en moins on assiste. Et c'est pourquoi on vous appelle les auxiliaires. Mais vous ne jouez, en taisant ce fait-là déjà, vous ne jouez plus votre rôle d'auxiliaire. Pour le gouverneur, le message est bien passé. Ça c'est vrai. Et le dernier d'ailleurs qui avait abattu sa femme, je crois, a été appréhendé grâce vraiment au dynamisme des forces de sécurité de France. Mais ce n'est pas tout. Souvent des agressions à armes blanches, des bagarres toujours avec des couteaux. Bon, on en a pris bonne note et je pense que s'agissant de la sécurité, vous savez, c'est pas, on ne crée pas de brigade de gendarmerie comme ça. Hein. C'est pas un service concret comme ça. Donc j'ai pris bonne note et merci d'avoir posé le problème. Une rencontre qui était très attendue par ces autorités
Patrice Ontina n'ayant pas pu effectuer un tel déplacement depuis sa prise de fonction pour des raisons de calendrier. Arnaud Calixte Enganji Alandji, ministre de l'Emploi, a récemment tenu une conférence de presse suite à un communiqué de presse rendu public par son administration. Qu'en est-il exactement? Euphrem Biyogo-Edzo nous en dit davantage. L'occasion en valait la chandelle lors du tête-à-tête entre les journalistes, le patronat de diverses filières d'activité. Sur le plan local, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Jeunesse, chargé de la formation professionnelle. Ce rendez-vous ô combien important était le cadre adapté pour l'ensemble des parties prenantes d'échanger sur la communication portant sur l'article 1er, alinéa 2 du Code du travail est considéré comme travailleur, quel que soit son sexe et sa nationalité, toute personne qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant une rémunération. Et je suis d'avis que lorsqu'on regarde la prolifération des quincailleries, la prolifération des pâtisseries, la prolifération des snacks, c'est qu'il y a certainement une rentabilité que l'on nous cache quelque part. Et cette rentabilité, on l'a fait sur le dos des salariés, qu'ils soient gabonais ou étrangers. Je ne suis toujours pas en train de faire le distinguo. Je dis bien, si vous avez recruté quelqu'un parce que vous ne trouvez personne, il doit avoir son contrat de travail. Il doit être immatriculé à la CNSS. Nous avons des accords avec les autres pays pour que les contributions que vous payez pour le Camerounais, le Sénégalais, le Malien ici, sont reversées dans son pays quand il part à la retraite. Aussi, le détenteur du portefeuille du ministère de l'Emploi a rappelé à tous les nouvelles dispositions. En effet, tout salarié doit bénéficier dans le cadre de la promotion du travail décent, du revenu minimum mensuel RM, contrat de travail, l'immatriculation à la CNSS et d'un état récapitulatif des cotisations CNSS pour ceux des salariés déjà immatriculés sur le territoire national. Sur le terrain, le constat est plus qu'alarmant. Et derrière eux, ils se garantissent un futur, ils garantissent des revenus, ils garantissent la pérennité de leur business. Cette dame-là, au bout de 50 ans, quand elle a fini de s'user les genoux et les chevilles, à servir pendant des heures indues, 12 heures par jour, 16 heures par jour, et qu'elle arrive à la CNSS et qu'on lui dise on ne peut pas te soigner parce que ton employeur ne t'a pas déclaré. Vous êtes sûr que moi, en tant que ministre du Travail, j'entends l'argument économique et pas l'argument social. Quand cette personne arrive en fin de cycle et qu'elle n'a eu que 80 000 toute sa vie, qu'elle n'a pas pu épargner, qu'elle n'a pas pu acheter un terrain, qu'elle n'a pas pu construire, vous allez encore la priver de sa pension. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question, c'est à lui de savoir si c'était son frère, sa soeur ou sa fille qui travaillait dans ces conditions, est-ce qu'il ne s'assurerait pas que cette personne-là qui gagne déjà 150 000 francs par mois, parce que ce n'est pas 80 000, c'est 150 000, qui gagne 150 000 francs par mois, puisse avoir le minimum de protection que l'État lui garantisse. À la fin de sa vie, vous lui avez donné quoi? Autre argument de taille, les employeurs disposant d'un effectif de 50 salariés, n'ayant pas souscrit au contrat d'apprentissage jeunesse-cage, ne pourraient pas solliciter des autorisations ou de renouvellement d'autorisation d'emploi. Dès le 1er juillet prochain, les brigades emploi se déploieront sur l'ensemble du pays pour vérification. L'un des responsables du patronat présent lors de ces échanges revient ici sur les attentes et les améliorations qu'il compte apporter lors des prochaines rencontres avec la tutelle. Nous l'écoutons, il est ici au micro de Euphrem Biyogo-Edzo. A été saisi par le ministre dès son arrivée. Nous avons échangé. Nous sommes en train de regarder la cadence que prend le ministre relativement à l'ambition de faire en sorte que nous allons vers le carré magique de Nicolas Caldor, qui est le plein emploi, la croissance, etc. Mais il faut vous dire que l'opération que engage le gouvernement à travers le nouveau ministre, qui lui veut aller vite, nous satisfait. Ça nous satisfait parce que simplement, il est également question de faire de fouiller un peu tout ce qui n'est pas conforme à la réglementation en vigueur en matière de travail décent, puisque notre État est également partisan des politiques conçues par l'Organisation internationale du travail, donc il faut être dans la norme.
nous pensons que le gouvernement prend là le taureau par les cornes, parce qu'il s'agit de plusieurs choses. Nous, au niveau de l'entreprise, ce que nous proposons au gouvernement, c'est la mise en place, dans un premier temps, du pacte de croissance, parce que sans la croissance, les politiques d'emploi auront du mal à se mettre en place. Donc, c'est cette discussion qui est en cours au niveau du patronat et du gouvernement pour faire en sorte que nous ayons de mettre en cohérence, vous avez entendu ce mot utilisé d'ailleurs par le ministre, pour faire en sorte que, véritablement, le ministre sache quelles sont les zones, les poches d'emploi qui peuvent se retrouver pour effectivement, dans le cadre de la mise en forme de sa politique sociale, les choses soient fluides. Effectivement, au niveau des entreprises, je n'ai pas peur de le dire, il y a que certaines informations ne sont pas remontées en surface pour faire en sorte que justement le gouvernement, qui est le partenaire, et que sur le plan de la mise en forme et de la direction de l'économie, la régulation de l'économie, soit informé d'un certain nombre de choses. C'est pour ça que moi je suis confiant dans la mission qui est celle du ministre pour faire en sorte que les choses soient fluides. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Le ministre a donné un cahier, une feuille de route. Le patronat avec le ministère du Travail va régulièrement s'asseoir pour faire en sorte que l'échange entre les missions qu'ils envoient sur le terrain et ce dont l'objectif du plein emploi que veut atteindre l'État, parce que le chef de l'État, dans son dernier discours à la nation du 31, a parlé de 10 000 emplois. Jean Eyegendong et plusieurs membres de la résistance de l'opposition regroupés autour de Jean Ping étaient le week-end dernier au quartier Kingele, précisément derrière le Transfo. Un seul mot d'ordre: boycotter les élections législatives. Voici le récit de Pierre Parfait Mbadikumbu. La résistance de l'opposition, coalisée autour de Jean Ping, poursuit sa série de rencontres à travers les arrondissements de la capitale. Au quartier Kingele, dans le 3e arrondissement, une causerie conduite par Jean Eyegendong a donné lieu à un échange interactif avec la population. Les différentes interventions étaient axées notamment sur le dossier de la CPI. S'agissant des élections législatives, Jean Eyegendong, dont le discours durant près d'une heure a été cohérent, a exhorté la population au boycott. Juger les criminels, ceux qui tuent les gens, et le message est simple. Ceux qui commettent les crimes contre l'humanité, les génocidaires. L'élection présidentielle est terminée. C'est ça, à ces pays. Pour nous, nous estimons que l'élection présidentielle n'est pas terminée. Nous avons perdu les affaires. C'est quand il y a des crimes, qu'elle intervient. La CPI est intervenue à Libreville. Deuxième message que nous faisons passer auprès des populations. Si vous suivez la télévision, nous ne sommes pas partants pour les élections. Vous avez dû voir ça. Ils sont venus pour faire une enquête préliminaire. Les prochaines causeries sont prévues cette semaine dans le 2e arrondissement. En religion, on parle essentiellement de l'ouverture de la 5e phase des grands renversements du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah, avec pour thème neutraliser l'esprit de la mort qui nous guette. Un rendez-vous chapeauté par son leader, le révérend docteur Louis Badinga. Mon peuple périt faute de connaissance, déclare la parole de Dieu. Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à adhérer au message de combat spirituel du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah au Vendo, où les fidèles de ce ministère ont pris part à la 5e phase des grands renversements avec pour thème « Neutraliser les esprits de la mort qui nous guettent », chapeauté par son leader, le révérend Dr Louis Badinga, qui, à la lumière des Saintes Écritures, a démontré à l'assistance comment l'esprit de la mort opère dans la vie de l'homme. Mesdames et messieurs, neutraliser les esprits de mort qui nous guettent, non seulement c'est un thème, mais ce sera surtout un engagement. L'engagement de voir des hommes et des femmes déterminés à en découdre. Il ne s'agit pas pour nous de tenter de remettre en cause l'ordre naturel des choses, car nous savons que la mort est inhérente à tout être humain. La mort,
c'est l'expérience qui nous permet certainement de vaquer à notre éternité. Mais c'est pourtant trop de morts précoces, trop de morts précipitées, trop de morts anticipées, trop de morts prématurées. Comment expliquer cela? C'est ce que nous aurons l'occasion de découvrir tout au long de cette semaine. Mais davantage de démontrer que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres des puissances des ténèbres. Nous sommes de ceux qui croyons que si Satan est descendu vers nous animé d'une grande colère, il n'en demeure pas moins que l'Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, a été mandatée afin de détruire les œuvres des puissances des ténèbres et surtout de neutraliser des forces et des dominations telles que l'esprit de la mort. Se saisissant de cette opportunité, le révérend Dr Lumbedinga a fait une invite à la population gabonaise afin de venir en découdre avec les œuvres des ténèbres qui tapissent dans l'ombre pour saper leur stabilité en prenant une part active à ce programme. Où que vous soyez, qui que vous soyez, retrouvez-nous régulièrement sur nos installations du quartier général du Centre mondial Shekinah à Ovendo. Nous sommes derrière le CHU, troisième entrée à droite, après le portail de l'Université des sciences de la santé. L'entrée est libre et gratuite. Nous vous attendons tous autant que vous êtes. Quelque chose se passera pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Gabon. Que Dieu bénisse toutes les familles. Encore une fois, une très bonne fête à toutes les mamans du monde. Que Dieu vous bénisse. Dieu, dans son immense bonté, ne cesse de démontrer sa puissance du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah au Vendo via son serviteur, où une jeune dame a été délivrée de l'esprit du Mumba qui l'empêchait de concevoir. Celle-ci a tenu à rendre témoignage pour les bienfaits de l'Éternel dans sa vie. Je suis en train de raconter ce qui s'était passé ici. Je ressens quelque chose entre mes jambes. J'ai couru aux toilettes. La première idée... Ça, c'est à l'instant que tu parlais avec ta soeur? Oui, le lendemain, j'ai raconté à ma soeur et puis j'ai dit à ma soeur que voici. Et quand je suis en train de raconter à ma soeur ce qui s'était passé ici à l'église, je ressens quelque chose entre mes jambes. Et je cours aux toilettes. Quand je cours aux toilettes, l'idée ce n'était pas d'abord d'uriner. Je mets la main au niveau de l'appareil génital. Quand je mets la main au niveau de l'appareil génital, c'est un asticot ou un verre qui est sorti de mon appareil génital. Et j'ai crié à mon petit ami, Mike, il dit quoi? J'ai dit, viens voir. Quand il est venu, il a pris ça et la chose commençait à bouger entre ses mains. Lui-même, il est resté comme ça, étonné, il a fait, il dit à l'écran, regarde, ma soeur, c'est bizarre. Elle a commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, voici pourquoi mon enfant n'arrive pas. L'actualité, c'est également hors de nos frontières. D'abord en Égypte, Mohamed Salah va-t-il pouvoir participer à la Coupe du Monde? La question brûle les lèvres de tous les Égyptiens au lendemain de la blessure de ce pharaon. Des avis plutôt mitigés entre tristesse et espoir. Reportage. Au Caire, au lendemain de la blessure de Mohamed Salah, les journaux posent la même question, celle qui brûle les lèvres de tous les Égyptiens. Mohamed Salah va-t-il pouvoir participer à la Coupe du Monde? Le pays est partagé entre la tristesse et l'espoir. Ça, c'est un journal sportif qui titre « Tes larmes sont précieuses, Mohamed Salah ». Nous sommes tous égyptiens. Hier, on a tous pleuré avec Salah. Ce journal, par exemple, dit « Inch'Allah, Salah pourra jouer la Coupe du Monde ». Mais je n'en suis pas sûr, car sa blessure est trop grave. Mo Salah, comme on l'appelle ici, est adulé. Dans ce café du centre-ville, son visage a même été peint sur les murs. Et à la nuit tombée, ici, comme à la télévision ou sur les réseaux sociaux, on ne parle que du match de samedi et de Sergio Ramos, devenu la bête noire de l'Égypte. Et pour cause. Quand il est tombé, Ramos a attrapé la main de Salah intentionnellement. Et si son mouvement avait été plus fort, il aurait pu lui briser l'épaule. Ça aurait pu être plus grave encore. C'est volontaire et ça nous a rendus furieux. Regarde, c'est sa blessure après le match. Des internautes ont même posté un numéro de téléphone et l'adresse supposée du joueur madrilène qu'ils estiment être un briseur de rêves. Tous préfèrent pourtant croire, comme l'annonce Mohamed Salah et certains médecins, que la star égyptienne sera rétablie dans 3 semaines pour la Coupe du Monde.
La fédération égyptienne, pour sa part, se dit optimiste quant à la participation du joueur à cette grande fête du football en Russie. Un avis faisant suite à l'échange téléphonique des dirigeants avec les médecins de Liverpool. En France, Mamadou Gassama, le jeune malien sans papier qui a escaladé un immeuble parisien pour sauver un enfant suspendu dans le vide, a été reçu ce lundi à l'Élysée. Emmanuel Macron a suggéré au héros de faire une demande de naturalisation. Reportage. Les caméras se pressent dans les salons de l'Élysée pour immortaliser cet instant historique. Mamadou Gassama est reçu par le président de la République, à qui il raconte son acte héroïque. Je me suis couru, il est traversé la route pour aller le sauver. Et Dieu merci de le sauver. Et donc, sans réfléchir, comme ça, vous êtes... Mais je n'ai rien réfléchi de moi, voilà. Je me suis monté directement et Dieu merci, Dieu m'a aidé aussi. Quand j'ai commencé de monter, ça me fait courage de monter de plus encore. Voilà. Voilà. Bravo. Merci. Peu avant 20h ce samedi à Paris, des passants filment cet enfant suspendu au bord du vide. Ses parents l'auraient laissé sans surveillance. À bout de force, il s'accroche à son balcon. Un homme de 22 ans grimpe alors les 4 étages à main nue, à la seule force de ses bras, puis agrippe le garçonnet de 4 ans, sous les hurrahs de la foule, massé au pied de l'immeuble. Mamadou Gassama est félicité par les pompiers. Il est désormais le héros de tout un quartier. Je trouvais ça impressionnant, je trouvais ça vraiment courageux de la part de Mamadou. Franchement, bravo à lui, vraiment. Il n'y aurait pas beaucoup de gens qui auraient fait ce qu'il a fait, et puis voilà. D'avoir un homme courageux dans le quartier, c'est rassurant. Peu après sa rencontre avec le jeune malien, Emmanuel Macron publie ce tweet. Je lui ai annoncé qu'en reconnaissance de cet acte héroïque, il allait être régularisé dans les plus brefs délais. Avec sa compagne et son frère aîné, Mamadou Gassama savoure cet instant dans la cour de l'Élysée. Ça me fait plaisir, ça paye, parce que c'est ma première fois de gagner un trophée comme ça, voilà. Je suis content, voilà. Une journée mémorable pour ce Malien arrivé en France en septembre dernier. Sans papier, il vit dans ce foyer en banlieue parisienne. Moi je dors ici et Mamadou il dort ici. Ici. Ouais. Quand on finit, il nettoie ici, voilà ça. C'est ça qu'il met, il dort ici. Mamadou Gassama devrait intégrer les pompiers de Paris et obtenir la nationalité française. Un exemple qui n'est pas sans rappeler celui de Lassana Batili, héros de l'hypergachère, qui avait été naturalisé français fin 2015. En sport à présent, sortie de la 2e édition de la caravane de détection de jeunes talents lancée par l'association Tiger Sport Academy le week-end dernier dans l'enceinte du stade de Nzengayon. Plus de précisions avec Yasser Nicolas Ndon. Ils étaient nombreux à répondre présent à la caravane de détection de jeunes talents lancée le week-end écoulé par l'association Tiger Sport Academy au stade de Nzengayon dans le 6e arrondissement de Libreville. Anciens et nouveaux de la discipline ont tous foulé leur tunique afin de donner à cette 2e édition de la caravane kickboxing un élan. Pour cette 2e édition, 3 principaux points ont fait l'objet de la dite journée. Technique de base, détection de jeunes talents et initiation à la discipline. Bon, c'est toujours dans le cadre de nos activités sportives, hein. Toujours dans le cadre de la saison sportive 2017-2018. Vu qu'on était à la saison 2016-2017 autant pour moi, on a passé la même caravane qui a eu un grand succès. Et pour cette année, les gens ont redemandé, donc nous repartons encore sur la caravane 2017-2018 qui consiste cette fois-ci à revenir sur le travail de base, technique de base et d'initiation et en même temps aussi de détection des athlètes et des combattants. En termes de nouveautés, nous allons proposer tout ce qu'il y a comme balayage, déséquilibre, d'accord, et beaucoup de sorties, c'est-à-dire beaucoup de désaxes sur les côtés.
Parce que les gens sont aujourd'hui habitués à voir juste des combats en ligne, du boxe en ligne, alors qu'il faut savoir qu'un combat de full contact, il y a des déséquilibres. On travaille sur les côtés, on se déplace aussi. C'est du style, c'est aussi un style, parce que le full contact, c'est un sport qui a vraiment de très belles techniques, des techniques appréciables. Contrairement à ce qu'on voit de fois aujourd'hui qui ressemble au kickboxing, parce que le kickboxing, c'est vrai que c'est le contact vraiment très dur, mais c'est différent du full contact parce que là-bas, c'est la technicité, c'est le style. L'une des missions principales des organisateurs ici est de redonner envie au public sportif de s'acquérir la discipline tout en produisant du beau spectacle. À ce rendez-vous, la pépinière et le futur du kickboxing gabonais n'est pas resté en marge. Bonsoir. 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 Regarde, allez, une, deux, allez, hop, on avance. Voilà. Hop, bien, on avance, allez, hop. Allez, hop. Oui, là, voilà. Voilà, allez, hop, hop. Hop, super. Allez, hop, hop. Hop, bien. Hop. Hop. Bien. Super, regarde le mec. Allez, hop, ici, allez. Non, voilà, c'est bien les enfants, Ayant assimilé les enseignements acquis lors de cette journée, les athlètes se disent satisfaits du travail fourni. C'est une très bonne initiative, ça nous permet de venir prendre un peu de bord d'air, rencontrer les collègues de sport, travailler ensemble dans une communion et une fraternité. Et puis encore se développer un peu plus, c'est parce qu'on en prend tous les jours. Voilà, c'est une très bonne initiative, c'est le meilleur sport. Hein. Ah oui, il faut qu'on le sport. Il y a tout dedans. Les pieds, les mains, les genoux, tout ce que vous voulez. Donc vraiment, je me sens très bien. Et pour cette journée d'aujourd'hui, je retiens surtout la précision. On est toujours un peu pressé, tout ça. Et puis bon, avec on s'assoit, on pose bien les actes, on pose bien les mouvements. J'ai assimilé beaucoup de choses, comme par exemple la maîtrise en moi, je me contrôle plus, et je me laisse pas aller dans certaines choses comme je me bats pas beaucoup. Là on me provoque, je garde mon zen, ça va et voilà, la confiance en moi aussi. Poursuivons avec l'expression libre de ce soir qui s'adresse aux fans de foot, mais surtout du Real à travers l'interrogation. En tant qu'entraîneur, combien de Ligue des Champions Zinedine Zidane a-t-il remporté avec le Real Madrid? De Ligue des Champions Zinedine Zidane a-t-il remporté avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur? 3 Ligues des Champions. De manière consécutive à partir de cette dernière-là, parce que nous sommes en 2018. 2017, 2018, 2017, de manière ce que l'on recule, donc 2018, 2017, 2016. Bon, il a remporté les 3 dernières séries de Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est-à-dire les 3 dernières, c'est-à-dire ça fait 3, si je ne me trompe pas. Et 3 Champions League, c'est sexy vraiment. 3 Ligues des Champions. En tant qu'entraîneur, 3 Ligues des Champions. En tant que joueur, 1, ce qu'il faut au total 4. Alors, en tant qu'entraîneur, combien de Ligue des Champions Zinedine Zidane a-t-il remporté avec le Real de Madrid? Je ne sais pas. C'est vrai que j'ai suivi le match, j'étais très contente du résultat. Mais comme une Ligue des Champions, je ne sais pas. Hein. Je pense que c'est 4 Ligues des Champions qu'il a obtenues. Une Ligue étant que joueur et 4 étant que entraîneur, coach, manager. 3 Ligues des Champions, notamment consécutifs. Ça veut dire 2016, 2017 et 2018. En tant qu'entraîneur, parce qu'il a remporté 3 lui-même, mais il avait remporté 1, il était adjoint, je crois. Combien de Ligues des Champions Zinedine Zidane a-t-il remporté avec le Real de Madrid? Aucune idée. Zinedine Zidane a remporté 3 Champions League d'affilée. Donc je pense que c'est une performance énorme, vraiment énormissime, parce que aucun de coach, l'ère de la nouvelle formule de la Champions League, n'a fait ce qu'il a fait aujourd'hui.
4 Ligues des Champions, c'était la bonne réponse, à savoir une en tant qu'entraîneur adjoint de Carlo Ancelotti en 2014 et 3 de 2016 à 2018 en tant qu'entraîneur principal du Real Madrid, ce qui fait 4 Ligues des Champions pour Zinedine Zidane. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, même heure.